passionnant. On a vu des échanges d'une certaine façon, quasiment plus, j'allais dire, plus franc et plus direct que ce qu'on a pu entendre pendant quelques années où c'était encore dans la préparation, il y avait des doutes, c'était à fleur et moucheté, tout le monde cherchait un peu son positionnement, y compris le régulateur, etc. Là, il y a eu des prises de parole très claires des élus, du régulateur, de l'autorité de la concurrence. Tout le monde, aujourd'hui, d'une certaine façon, a l'air un peu rassuré par le fait que, ça y est, on y est, il y a une concurrence open access, Paris-Lyon, Milan bientôt, il y a un appel d'offres qui est quasiment conclu, donc ça y est, on y est, et finalement, ça libère un peu tout le monde. C'est un peu la sensation que j'ai eue. Est-ce que c'est aussi ce que tu partages ? Tout à fait, Gilles, c'est pas notre premier colloque. D'ailleurs, je te remercie, il est toujours présent et aux premières loges. C'est vrai que la concurrence, dans les précédents colloques qu'on a eus, c'était, on l'espérait, on l'attendait, on la promotionnait. Aujourd'hui, la concurrence, elle est là. Elle est effective, elle est là. Et on a senti dans ces débats à la fois une énorme motivation, mais aussi des énormes attentes. Vous avez dit que ce soit des autorités de la régulation, et aussi une attente des autorités organisatrices, et aussi pour un service de qualité pour les clients. Dans la synthèse que j'ai pu faire de ce colloque, je dirais, on a eu un vrai rappel des règles. M. Buard nous l'a fait avec brio, avec surtout, je dirais, un calendrier, et on a constaté que les temps sont longs dans le ferroviaire. Donc c'est toujours le cas, et c'est toujours quelque chose aussi qui peut faire en sorte que c'est plutôt difficile de lancer la concurrence très vite. Ensuite, sur cette table ronde numéro 1, qui a été extrêmement intéressante et passionnée, je retiens deux choses. D'abord, Monsieur Combe, vous nous avez souligné les effets subtils de cette concurrence. C'est-à-dire, il y a des barrières, certes, mais on se rend compte que ça peut profiter à l'extension du marché. Et donc l'extension du marché, ça profite à la fois, bien sûr, aux usagers qui bénéficient plus d'offres, mais également, ça bénéficie aux gestionnaires d'infrastructures qui fera plus de recettes pour entretenir le réseau. Et on l'a bien vu aussi, on n'est pas dans la concurrence bashing. Chaque opérateur verse sa contribution et contribue à l'investissement du réseau. Ça, c'était important. À une condition, peut-être, je me permets de rajouter, comme le disait Bernard Roman, de sortir d'un certain malthusianisme, d'oser un modèle de croissance qui peut profiter à tout le monde, ce qui n'est pas évident, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années où on gère un petit gâteau au lieu d'oser l'augmentation du gâteau lui-même. Oui, c'est vrai. Concernant les barrières, on les connaissait, pour certaines on les avait identifiées, les barrières techniques, Roberto nous l'a encore souligné. On a eu plus d'éléments concernant des barrières économiques, concernant des barrières stratégiques sur la concurrence, mais néanmoins on a aussi souligné le gros travail, je le dis, le gros travail technique de notre régulateur, avec cette connaissance de ces problématiques, de ces barrières, pour justement amener la concurrence et favoriser la concurrence en France. Ensuite, je dois souligner le rôle majeur de ce régulateur. On l'avait déjà dit, c'est vrai parce qu'on avait cette expérience en Europe, mais le régulateur a un rôle essentiel pour que la concurrence puisse se faire. Concernant la table ronde numéro 2, avec les régions, les barrières, elles sont identiques. On les a vues, peut-être moins sur le domaine technique, puisque le matériel roulant est connu, et donc homologué déjà. Mais il y a une forte attente. Moi, c'est ce que j'ai noté, et avec toujours les métaphores que nous emploie notre ami Franck Dersin, qui sont à la fois très pédagogiques et très criantes, mais il y a une forte attente des régions sur la qualité de service, évidemment. Il y a une forte attente sur la visibilité des coûts, et il y a une forte énergie et des motivations fortes dans les régions pour que la concurrence s'installe en France. Et dans la réponse qu'on a eue au travers de cette table ronde, j'ai pu sentir à la fois, d'abord, l'expérience de Transdev, qui est aujourd'hui dans les flots des projecteurs avec cette première annonce, mais l'expérience à la fois sur, d'abord, un modèle différent, de le construire de façon régionale, donc de façon plus souple, de cette écoute client, le client définitif, qui cherche à avoir des trains
qu'ils soient à l'heure, d'être avisés, etc. Mais aussi une écoute de l'autorité organisatrice sur ce qu'elle veut et ce qu'elle demande. Donc ça, c'est une attente certainement très forte et un élément très important pour l'ouverture de la concurrence. Et puis enfin, il y a l'expérience internationale, évidemment. C'est une forte responsabilité que les opérateurs prennent. Donc il est logique aussi que les autorités organisatrices soient prudentes et elles confient une grosse responsabilité aux futurs opérateurs. Donc le travail sera encore à faire. Et puis enfin, je dirais pour un peu conclure cela, c'est vrai que la concurrence c'est une réalité, mais on voit qu'il y a un vrai bénéfice pour à la fois, certes, les clients, on l'a dit, mais c'est un vrai aiguillon pour l'opérateur historique. Alors, la SNCF, aujourd'hui, c'est la réalité, il ne faut pas la négliger, elle a besoin de la concurrence, on le voit à travers la façon dont elle agit pour répondre maintenant aux appels d'offres, hein, où elle ne reste pas sur ses acquis, mais elle part d'une feuille blanche pour essayer de coller à la concurrence. On l'a vu aussi au travers, même quand celles qui la rejettent, c'est un aiguillon également parce qu'elles obtiennent un peu les bénéfices que la concurrence arrive sur le marché. Et puis, enfin, c'est une vraie opportunité pour le climat. Le ferroviaire est un transport décarboné en France, ou quasi décarboné en France, donc on est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est un transport où il faut encourager les gens à prendre le train, et la concurrence doit aussi encourager les gens à prendre le train, parce que c'est bon pour la planète. Et c'est aussi une opportunité pour les autorités organisatrices. J'ai regardé le programme des rencontres nationales du transport public à Toulouse, le nombre de présidents de région qui vont aller, alors que les élections ont eu lieu il y a quelques mois, qui vont aller là-bas parce que c'est des messages à faire passer très forts. Ça montre bien que c'est aussi un objectif politique très important que d'encourager le ferroviaire, une dimension plus importante du transport public. Est-ce qu'on peut terminer par un vœu, avant de vous appeler à un cocktail, par un vœu que la crise sanitaire nous épargne dans les mois qui viennent et nous permette d'organiser un autre colloque, parce que je pense qu'un colloque annuel, ça ne suffira peut-être pas au rythme auquel se développe la concurrence, et que donc on vous retrouve l'année prochaine pour un nouveau colloque, fret, voyageurs, peu importe, sur la concurrence. Tout à fait. D'abord, votre présence nombreuse prouve que c'est un sujet d'intérêt. D'ailleurs, je vous en remercie. Je remercie également tous les intervenants qui ont bien voulu consacrer du temps avec des emplois du temps chargés pour être présents et répondre présents. Et enfin, je remercie les équipes de l'AFRA qui nous ont beaucoup aidés à l'organisation de ce colloque. Merci Gilles. Et puis c'est vrai qu'on fera tout pour continuer, que l'AFRA soit un acteur majeur pour favoriser cette concurrence en France. Merci Monsieur le Président de nous accompagner dans cette stratégie. Et puis enfin, je vous invite à continuer ces échanges de manière peut-être moins informelle, autour d'un verre, avec un cocktail qui est organisé juste après, juste à la sortie. Merci beaucoup à tous.